Je m'appelle Emma et à 34 ans, je n'avais jamais pensé devenir veuve. Il y a 3 mois, j'ai perdu Julien, mon mari depuis 11 ans, d'un anévrisme soudain. Quelques jours seulement après ses obsèques, je me suis traînée à la fête du premier anniversaire de mon neveu Louis où ma sœur Charlotte a lâché une bombe. Elle a annoncé que Louis était en réalité le fils de Julien, brandissant un testament réclamant la moitié de ma maison de 800 000 euros. Ce qu'elle ne savait pas, c'est pourquoi j'avais du mal à retenir mon rire. Si vous regardez cela d'un endroit où les drames familiaux vous touchent de près, prenez un moment pour liker et vous abonner. Croyez-moi, vous voudrez entendre comment j'ai géré ce qui a suivi. Julien et moi nous sommes rencontrés il y a 12 ans lors d'une vente aux enchères caritatives pour les enfants atteints de cancer à Lyon. Je travaillais bénévolement, aidant à organiser les objets de la vente silencieuse quand il a surenchéri sur tous les autres pour un tableau que j'admirais toute la soirée. C'était une aquarelle du panorama lyonnais au coucher du soleil. Des oranges et des violets vibrants se fondant dans la Saône. Après avoir gagné, il est venu directement vers moi et me l'a tendu. J'ai remarqué que vous le regardiez toute la soirée, dit-il avec un sourire qui faisait pétiller ses yeux bleus. Je pense qu'il vous appartient. C'était bien Julien. Attentionné, observateur et généreux à l'excès. Je suis tombée amoureuse rapidement et intensément. Nous avons eu notre premier rendez-vous le soir suivant, et j'avais l'impression que nous nous connaissions depuis toujours. Il était avocat d'entreprise, brillant mais humble, le genre d'homme qui retenait les noms des serveurs et posait de vraies questions sur leur vie. 8 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage sur les quais de Saône avec le vrai panorama qui reflétait le tableau qui nous avait réunis. Nous avons acheté notre maison victorienne dans le vieux Lyon peu après notre premier anniversaire de mariage. C'était un défi financier à 800 000 euros, mais Julien venait de devenir associé dans son cabinet, et je me faisais une solide réputation en tant qu'architecte d'intérieur. La maison avait besoin de travaux, mais elle avait de bonnes bases, de hauts plafonds et un petit jardin à l'arrière où j'imaginais de futurs enfants jouer. Ces enfants ne sont jamais venus, non par manque d'essais. Pendant des années, nous avons planifié et espéré. Puis sont venus les médecins, les tests, les procédures. 4 cycles de fécondation in vitro qui ont épuisé nos économies et notre morale. Je me souviens encore de la dernière tentative échouée, le trajet silencieux de retour de la clinique. Julien tendant la main à travers la console centrale pour tenir la mienne, aucun de nous ne parlant parce que nous savions tous les deux que c'était la fin de cette route. Nous pouvons encore avoir une belle vie, a dit Julien ce soir-là alors que nous étions assis sur notre balancelle. Toi et moi. C'est suffisant. Et il le pensait. Nous avons lentement reconstruit nos rêves. Nous avons voyagé. Nous nous sommes plongés dans nos carrières. Nous avons rénové la maison pièce par pièce jusqu'à ce qu'elle devienne la maison de démonstration que j'avais toujours imaginée. Julien a soutenu mon entreprise quand j'ai décidé de lancer mon propre cabinet d'architecture d'intérieur. Notre vie était pleine, même si différente de ce que nous avions prévu au départ. Ma sœur cadette, Charlotte, était toujours à la périphérie de notre bonheur. De 4 ans ma cadette, à 30 ans, elle avait toujours été l'enfant turbulente de la famille. Pendant que j'étudiais le design et créais une entreprise, elle passait d'un emploi à l'autre, d'une relation à l'autre. Nos parents s'inquiétaient constamment pour elle, ce qui se traduisait par des excuses pour son comportement et des sauvetages répétés de ses difficultés financières. Charlotte et moi avions une relation compliquée depuis l'enfance. Elle était indéniablement belle avec le genre de charme naturel qui attirait les gens vers elle. Mais il y avait toujours un sous-courant de compétition de sa part. Si j'accomplissais quelque chose, elle devait me surpasser. Quand j'ai commencé à sortir avec Julien, elle s'est soudain intéressée aux étudiants en droit. Quand nous avons acheté notre maison, elle s'est plainte pendant des mois de son appartement, pêchant l'aide de nos parents pour une amélioration. C'était épuisant, mais Julien m'encourageait à maintenir la relation. C'est ta seule sœur, me rappelait-il. La famille, c'est important. Il y a 2 ans, Charlotte a commencé à sortir avec Antoine, un barman qu'elle avait rencontré en sortant avec des amis. Il était beau d'une manière brute avec des tatouages couvrant ses bras et une moto que nos parents désapprouvaient. Leur relation semblait volatile de l'extérieur, avec des ruptures dramatiques et des réconciliations passionnées. Puis est venue l'annonce de grossesse lors du dîner de Thanksgiving l'année précédant la mort de Julien.
C'était inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Charlotte n'avait jamais exprimé d'intérêt à avoir des enfants. En fait, elle avait souvent commenté que mon désir d'enfant cédait aux attentes de la société. Pourtant, la voilà qui annonçait sa grossesse avec des larmes théâtrales et des déclarations sur le miracle de la vie. J'ai ressenti la piqûre familière de la jalousie. Après toutes nos luttes, tous nos chagrins, Charlotte avait accidentellement accompli ce que nous avions désespérément voulu. Mais j'ai refoulé ses sentiments. J'étais sincèrement heureuse pour elle, et j'étais déterminée à être la meilleure tante possible pour son enfant. Louis est né en bonne santé, pesant 3,8 kg. J'étais à l'hôpital avec des fleurs et une couverture tricotée à la main sur laquelle j'avais travaillé pendant des mois. Charlotte semblait dépassée par la maternité dès le début, m'appelant souvent en pleurs à cause des coliques de Louis ou de son épuisement. Je me suis impliquée autant que possible, gardant parfois Louis toute la nuit pour qu'elle puisse dormir. Julien était moins impliqué avec Louis que moi. Rétrospectivement, je pensais que c'était à cause de nos propres luttes contre l'infertilité qu'il pourrait être douloureux pour lui de s'attacher à un bébé qui n'était pas le nôtre. Il était toujours gentil quand Charlotte amenait Louis, mais il maintenait une certaine distance que je n'ai jamais questionnée à l'époque. Puis est arrivé ce terrible mardi matin. Julien s'est plaint de maux de tête avant de partir au travail. J'ai suggéré qu'il reste à la maison, mais il avait un rendez-vous client important. Juste une migraine, insista-t-il en m'embrassant pour me dire au revoir. Je t'appellerai après la réunion. Cet appel n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'en ai reçu un de l'hôpital. Quand je suis arrivée, il était déjà parti. Anévrisme cérébral, ont-ils dit. Rien n'aurait pu être fait. Il avait 36 ans. Les jours suivants ont passé dans un brouillard d'arrangement et de chagrin. Charlotte était étrangement absente pendant la plupart du temps, envoyant des messages textes prétendant que Louis était malade ou qu'elle ne trouvait pas de baby-sitter. Quand elle est apparue aux funérailles, elle est restée brièvement, se tenant à l'écart et partant avant la réception. J'étais trop engourdie par le chagrin pour y penser beaucoup à ce moment-là. Une semaine après avoir enterré Julien, le premier anniversaire de Louis est arrivé. La dernière chose que je voulais faire était d'assister à une fête d'anniversaire d'enfant, mais les obligations familiales me tiraillaient. Julien aurait voulu que tu y ailles, insista ma mère lors d'un de ses appels quotidiens de vérification. Il disait toujours que la famille passait en premier. Alors je me suis retrouvée en route vers la petite maison de location de Charlotte à Villeurbanne, un cadeau emballé sur le siège passager et des cernes sous les yeux qu'aucune quantité de correcteur ne pouvait cacher. J'avais à peine dormi depuis la mort de Julien, passant mes nuits à fixer son côté vide du lit, tendant la main vers une chaleur qui n'était plus là. Je me suis garée derrière une file de voitures et j'ai pris plusieurs respirations profondes avant de prendre le cadeau et d'entrer. Personne ne devrait avoir à feindre le bonheur si peu de temps après avoir perdu son mari, ai-je pensé. Mais j'ai affiché un sourire et frappé à la porte. L'amie de Charlotte, Sophie, l'a ouverte, ses yeux s'écarquillant légèrement à ma vue. « Oh, Emma, tu as réussi à venir », dit-elle, sa voix étrangement tendue. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de s'écarter. « Entre. Tout le monde est dans le jardin. » La petite maison était décorée de ballons bleus et de banderoles. Une bannière indiquant « Joyeux premier anniversaire Louis » s'étendait sur le mur du salon. J'ai remarqué un groupe de personnes que je ne connaissais pas regroupées dans la cuisine, chuchotant. Ils se sont tus quand je suis passée, leurs yeux me suivant. Dans le jardin, d'autres invités se tenaient en petits groupes, des gobelets en plastique à la main. J'ai repéré mes parents assis maladroitement à une table de pique-nique, ayant l'air mal à l'aise. Mon père s'est levé quand il m'a vu, le soulagement lavant son visage. « Emma, » dit-il en m'embrassant. « Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. »« Bien sûr que je suis venue, » répondis-je en posant le cadeau sur la table désignée. « Où est le garçon d'anniversaire ?»« Avec Charlotte, » dit ma mère, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. « Il devrait sortir bientôt pour le gâteau. » Je me suis mêlée maladroitement aux gens, acceptant les condoléances et détournant les questions sur comment je tenais le coup. Tout le monde semblait nerveux, les conversations s'arrêtant brusquement quand je m'approchais. J'ai mis cela sur le compte des gens qui ne savaient pas comment agir autour d'une veuve fraîchement créée.
Après 30 minutes inconfortables, Charlotte a émergé de la maison portant Louis sur sa hanche. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue, ses cheveux fraîchement mis en valeur. Louis avait l'air adorable dans une petite chemise boutonnée et un nœud papillon, ses petites jambes potelées donnant des coups d'excitation à toute l'attention. Charlotte m'a à peine reconnue alors qu'elle plaçait Louis dans sa chaise haute. Elle semblait énergisée, presque étourdie, se déplaçant dans la cour avec une confiance inhabituelle. Elle tapa une cuillère en plastique contre son gobelet, appelant tout le monde à l'attention. « Merci à tous d'être venus célébrer le jour spécial de Louis », commença-t-elle, sa voix portant à travers la cour. Cette année passée a été pleine de surprises et de défis, comme beaucoup d'entre vous le savent. Les invités échangèrent des regards. Ma mère s'intéressa soudain beaucoup à ses chaussures. J'ai gardé un secret, continua Charlotte en posant une main sur la tête de Louis. Un que je ne peux plus cacher, surtout après les événements récents. Un frisson me parcourut l'échine. Quelque chose n'allait vraiment pas. Louis n'est pas le fils d'Antoine, annonça-t-elle, ses yeux trouvant les miens à travers la cour. C'est celui de Julien. Le monde sembla s'arrêter. J'entendis des halètements autour de moi, sentis mon père se raidir à côté de moi, mais tout était en bruit de fond par rapport au bourdonnement dans mes oreilles. Le mari d'Emma et moi avons eu une brève liaison il y a 2 ans, continua Charlotte d'une voix stable et répétée. C'était une erreur, un moment de faiblesse pour nous deux. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à personne, mais ces choses arrivent. Je restais figée, incapable de traiter ce que j'entendais. Ma sœur prétendait avoir couché avec mon mari. Que son fils, le neveu que j'avais amoureusement soigné, était en réalité l'enfant de Julien. C'était si absurde que j'ai failli éclater de rire. Charlotte n'en avait pas fini. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un document privé. Julien connaissait la vérité sur Louis. Avant sa mort, il a mis à jour son testament. Elle brandit le papier. Il voulait que son fils soit pourvu. Ce testament stipule que la moitié de la maison que Julien et Emma possédaient devrait aller à Louis en tant que son enfant biologique. Tous les yeux de la cour se tournèrent vers moi. Je pouvais voir la pitié, la curiosité morbide, le malaise. Mes parents semblaient frappés, mon père à demi debout comme s'il n'était pas sûr d'intervenir. Et puis, à la surprise de tous, y compris la mienne, je sentis un sourire tirer mes lèvres. Pas un sourire heureux, mais le genre qui vient quand quelque chose est si outrageusement faux que cela devient presque comique. Je pressai mes lèvres ensemble, essayant de contenir le rire inapproprié qui bouillonnait en moi. Je vois, dis-je finalement, ma voix calme et égale. Je pris une gorgée d'eau pour gagner du temps, repoussant l'envie de rire au visage de ma sœur. Puis-je voir ce testament, Charlotte ? Son expression confiante vacilla légèrement. Elle ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Lentement, elle s'approcha et me tendit le document, une page tapée avec ce qui ressemblait à la signature de Julien en bas. Je l'ai scanné rapidement, notant immédiatement les incohérences. Le langage formel était tout faux, rien comme les documents juridiques que j'avais vu Julien ramener à la maison. Et la signature, bien que similaire à celle de Julien, était clairement fausse. Le trait de liaison entre le J et le U était faux. La flourish finale trop prononcée. J'ai soigneusement replié le papier et le lui ai rendu. Merci de partager cela avec moi. Je pense que je dois partir maintenant. C'est tout, demanda Charlotte, la confusion évidente dans sa voix. Tu ne vas rien dire d'autre ? Pas maintenant, répondis-je calmement en rassemblant mon sac à main. C'est le jour de Louis. Nous pouvons discuter de cela en privé plus tard. J'ai dit au revoir à mes parents sous le choc, promettant de les appeler bientôt. Alors que je marchais vers ma voiture, je pouvais entendre les murmures derrière moi, l'atmosphère de fête complètement brisée. Une fois dans ma voiture, à l'abri des regards, j'ai finalement laissé sortir le rire qui menaçait de s'échapper. Il a commencé petit, puis a grandi jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage. Pas des larmes de joie, mais un mélange étrange de chagrin, de colère et d'incrédulité devant l'audace de ma sœur. Parce qu'il y avait quelque chose que Charlotte ne savait pas. Quelque chose que Julien et moi n'avions jamais partagé avec personne. Quelque chose qui rendait son mensonge élaboré non seulement blessant, mais impossible.
La vérité sur Julien et Charlotte a commencé il y a 3 ans, bien avant que Louis ne soit même conçu. Nous avions invité ma sœur à dîner pour célébrer son nouveau travail dans une entreprise de marketing, son emploi le plus long à ce jour. Julien avait préparé son fameux coq au vin, et nous avions ouvert une bonne bouteille de vin. C'était une soirée agréable jusqu'à ce que je m'excuse pour prendre un appel de travail d'un client ayant une urgence de design. L'appel a duré plus longtemps que prévu, près de 20 minutes à aider un client riche à accrocher correctement des œuvres d'art. Quand je suis revenue dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. Julien semblait mal à l'aise, et Charlotte était assise beaucoup plus près de lui que quand je l'avais laissé, sa main sur son bras, riant de quelque chose que je n'avais pas entendu. Je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Charlotte avait toujours été affectueuse, et le vin avait coulé librement. Mais plus tard dans la nuit, alors que nous nous préparions pour le lit, Julien semblait troublé. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il en s'asseyant sur le bord de notre lit, « et je ne veux pas que cela cause des problèmes entre toi et ta sœur, mais je ne veux pas non plus garder de secret pour toi. » Il expliqua que pendant que j'étais au téléphone, Charlotte lui avait fait des avances. Rien de dramatique, juste des commentaires inappropriés sur la chance que j'avais de la voir, suivis d'une suggestion qu'il méritait quelqu'un qui pourrait vraiment l'apprécier. Quand il l'avait repoussée, elle avait ri en disant que c'était une blague, disant que j'étais trop sensible s'il pensait qu'elle était sérieuse. J'étais blessée mais pas entièrement surprise. Charlotte avait toujours repoussé les limites. Nous avons décidé de laisser passer comme un incident isolé, quelque chose causé par le vin et sa mentalité de compétition habituelle. Mais ce n'était pas isolé. Au cours des mois suivants, Charlotte trouvait des moyens de toucher Julien chaque fois que je ne regardais pas, envoyait des messages textes qui flirtaient avec la ligne entre amicale et coquette, et une fois est apparue à son bureau sans invitation, l'invitant à déjeuner. Chaque fois, Julien maintenait doucement mais fermement les limites et me le disait immédiatement après. Après l'incident du bureau, nous avons confronté mes parents au comportement de Charlotte. Cela ne s'est pas bien passé. Ils ont suggéré que Julien interprétait mal les gestes amicaux et que Charlotte ne faisait que l'admirer comme un frère. Ma mère a même suggéré, avec de bonnes intentions mais un jugement terrible, que peut-être Julien se sentait flatté par l'attention et exagérait la situation. Cette nuit-là, Julien et moi avons pris une décision. Nous créerions de la distance avec Charlotte sans causer une rupture familiale. Nous avons décliné les invitations qui l'incluaient, nous nous sommes assurés de ne jamais être seuls avec elle, et Julien a bloqué son numéro sur son téléphone après qu'elle ait envoyé un message nocturne particulièrement suggestif. Puis est venu le problème médical qui a tout changé. Julien avait ressenti des douleurs pendant des semaines avant de finalement voir un urologue. Le diagnostic était une varicocèle, un élargissement des veines dans le scrotum nécessitant une chirurgie. L'intervention s'est bien passée, mais il y a eu une complication. Le médecin a recommandé une vasectomie pendant la même chirurgie en raison de la nature extensive de la varicocèle et du potentiel de récurrence. C'était une décision difficile, surtout compte tenu de nos luttes passées contre l'infertilité, mais nous avons convenu que c'était le bon choix pour la santé de Julien. La vasectomie a été effectuée 2 ans avant la conception de Louis. Nous avons gardé cette information médicale privée. Même nos parents ne le savaient pas. Après des années de questions intrusives sur notre statut sans enfant, nous avions appris à protéger notre vie privée autour des questions de reproduction. Les seules personnes qui le savaient étaient Julien, moi et les médecins de Julien. Après la chirurgie, alors que Julien récupérait, il a fait une prédiction qui semblait paranoïaque à l'époque. Charlotte n'en a pas fini, dit-il, assis dans notre jardin avec une poche de glace discrètement positionnée. J'ai le sentiment qu'elle pourrait essayer quelque chose de plus drastique un jour. J'ai ri, mais Julien était sérieux. La semaine suivante, il a pris rendez-vous avec notre avocat de famille, maître Pierre Moreau. Je suis allée avec lui, écoutant Julien détailler le comportement de Charlotte et son intervention médicale récente. Maître Moreau a recommandé de tout documenter, les avances non désirées, les dossiers médicaux confirmant la vasectomie, même les messages textes et les emails de Charlotte. On ne sait jamais ce qui pourrait devenir pertinent, conseilla Maître Moreau. Il vaut mieux avoir de la documentation et ne jamais en avoir besoin que de souhaiter l'avoir plus tard. Nous avons suivi son conseil, créant un dossier de tout ce qui était lié à la situation.
Julien a également mis à jour son testament correctement par les canaux officiels, s'assurant que tout me reviendrait en cas de décès. Maître Moreau a gardé des copies de tous les documents, et nous avons placé les originaux dans un coffre-fort à notre banque. Juste au cas où, avait dit Julien quand nous avons verrouillé la boîte. Bien que je prévoie d'être là pour gérer le drame de Charlotte pendant au moins 50 ans de plus. Le matin après la fête d'anniversaire de Louis, je suis allé directement à la banque. Le gérant, qui connaissait Julien et moi depuis des années, a exprimé ses condoléances en me conduisant au coffre. Je me suis assise seule dans la petite salle de visualisation et j'ai ouvert la boîte que Julien et moi avions remplie avec ce qu'il appelait en plaisantant notre « kit de préparation aux catastrophes ». À l'intérieur se trouvait exactement ce dont j'avais besoin, le testament légitime de Julien, notarié et correctement exécuté, me laissant tout, les dossiers médicaux détaillant sa vasectomie 2 ans avant la conception de Louis, rendant biologiquement impossible pour lui d'être le père, un journal que Julien avait tenu documentant chaque interaction inappropriée avec Charlotte, incluant date, heure et citation exacte, des copies imprimées des messages textes qu'elle lui avait envoyés. Une lettre de notre avocat confirmant qu'il avait été témoin du testament légitime de Julien et était disponible pour vérifier son authenticité. Et au fond de la boîte, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de l'écriture familière de Julien. Avec des doigts tremblants, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé et tu as eu besoin d'accéder à ces documents. J'espère que c'est dans de nombreuses années quand nous serons vieux et gris et que les pitreries de Charlotte ne seront qu'un lointain souvenir dont nous rions. Mais si ce n'est pas le cas, si le pire est arrivé et qu'elle a essayé de te faire du mal en mon absence, sache s'il te plaît que j'ai essayé de me préparer à toutes les possibilités. Utilise ces documents pour te protéger. Je sais combien tu apprécies la famille, combien tu es loyal envers ceux que tu aimes. Mais tu mérites d'être protégé de ceux qui profiteraient de ce beau cœur que tu as. Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps. Quoi qu'il arrive, sache cela. Julien. Les larmes coulèrent sur mon visage alors que je lisais ces mots, sentant son amour et sa protection m'atteindre même après la mort. Mon mari pratique et réfléchi avait anticipé cela. Pas le scénario spécifique peut-être, mais la possibilité que Charlotte puisse essayer d'utiliser sa mort à son avantage. J'ai soigneusement remis tout dans la boîte sauf ce dont j'avais besoin, des copies des dossiers médicaux, le testament légitime et des entrées de journal sélectionnées. Puis j'ai appelé Maître Moreau et pris rendez-vous pour l'après-midi. Le cabinet de Maître Moreau était dans un hôtel particulier rénové du centre-ville de Lyon, le genre d'endroit qui respirait l'argent ancien et la discrétion. Je n'y étais allée qu'une poignée de fois avec Julien, mais la réceptionniste me reconnut immédiatement, son expression s'adoucissant de sympathie. « Madame Leclerc », dit-elle en se levant pour me saluer. « Maître Moreau vous attend. Veuillez accepter mes condoléances pour votre perte. » Maître Moreau était dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture perchées au bout du nez. Il avait été le mentor de Julien quand Julien avait rejoint le cabinet pour la première fois, et ils avaient maintenu une amitié étroite même après que Julien ait déménagé dans une autre pratique. Il se leva quand j'entrai, contournant son bureau pour me serrer brièvement dans ses bras. « Emma », dit-il en me faisant signe de m'asseoir. J'étais dévastée d'apprendre la nouvelle pour Julien. C'était l'un des bons. Il l'était, acceptai-je, ma voix se brisant légèrement. Et il semble qu'il ait aussi eu raison de se préparer au pire avec ma sœur. J'ai expliqué ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire, lui montrant le faux testament que Charlotte avait présenté. Maître Moreau l'examina, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « C'est un faux amateur », dit-il finalement. Le langage est tout faux, et la signature, bien que similaire, ne résisterait jamais à une analyse d'expert. Mais le fait qu'elle ait créé cela du tout est profondément troublant. Je lui ai montré les documents du coffre-fort, les dossiers médicaux confirmant la vasectomie de Julien, le testament légitime et le journal de Julien documentant le comportement de Charlotte au fil des ans. Julien n'était rien sinon minutieux, dit Maître Moreau en révisant les matériaux. Ces dossiers médicaux seuls réfutent sa revendication sur la paternité de Louis. La vasectomie a été effectuée 2 ans avant la conception de l'enfant. Il est biologiquement impossible pour Julien d'être le père. Que dois-je faire ? Demandai-je. Je ne veux pas l'humilier publiquement,
mais je ne peux pas la laisser prendre la moitié de notre maison basée sur un mensonge. Maître Moreau s'appuya dans son fauteuil, réfléchissant. D'abord, nous avons besoin de plus d'informations. Je recommande d'engager un détective privé pour enquêter sur la situation actuelle de Charlotte. Il y a probablement une motivation au-delà de la simple cruauté ici. Les gens tentent rarement une fraude de cette nature sans pression financière. Il recommanda détective Laurent Petit, un ancien officier de police qui travaillait maintenant comme détective privé, souvent sur des affaires pour le cabinet. J'ai accepté, et Maître Moreau a appelé immédiatement, expliquant la situation en termes généraux. Détective Petit est arrivé 1 heure plus tard, un homme trapu avec un accent lyonnais et une attitude directe. Il a pris des notes détaillées alors que j'expliquais la situation, posant des questions pointues sur l'historique relationnel de Charlotte, son emploi et sa situation financière. Je me suis rendu compte à quel point je connaissais peu les circonstances actuelles de ma sœur. Nous nous étions éloignés depuis la naissance de Louis, mes tentatives d'être impliquée en tant que tante souvent repoussées ou tenues pour acquises. J'aurai besoin de quelques jours, dit détective Petit quand j'eus fini. Mon focus préliminaire sera sur sa situation financière et sa relation avec le vrai père de l'enfant. Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire sur lui ? J'ai partagé le peu que je savais sur Antoine, le barman que Charlotte fréquentait quand elle est tombée enceinte. Je ne l'avais rencontré qu'une poignée de fois, et il semblait désintéressé par les réunions de famille. Aux dernières nouvelles, ils étaient encore ensemble, mais elle le mentionne rarement plus, dis-je. Il n'était pas à la fête hier, ce que j'ai trouvé étrange pour le père du garçon d'anniversaire. Détective Petit hocha la tête, prenant une autre note. C'est un bon point de départ. Je vous recontacterai bientôt. 3 jours plus tard, détective Petit appela demandant une réunion au bureau de Maître Moreau. Quand je suis arrivé, les 2 hommes révisaient des documents étalés sur la table de conférence. Madame Leclerc, commença détective Petit une fois que nous étions assis, j'ai découvert des informations préoccupantes sur la situation de votre sœur. Selon son enquête, Charlotte était dans une situation financière désespérée. Elle avait accumulé plus de 75 000 € de dettes réparties sur des cartes de crédit, des prêts personnels et des factures médicales pour Louis, qui avait eu besoin d'une chirurgie pour un défaut cardiaque peu après la naissance. Sa cote de crédit était misérable, et elle avait été refusée pour 3 prêts supplémentaires au cours du mois passé seulement. Elle fait aussi face à une expulsion, continua détective Petit, glissant un document sur la table. C'est une copie de l'avis que son propriétaire a déposé la semaine dernière. Elle a jusqu'à la fin du mois pour payer 4 mois d'arriérés de loyer ou quitter la propriété. Quant à Antoine, il avait apparemment abandonné Charlotte et Louis peu après la naissance, déménageant à Marseille avec une nouvelle petite amie. Il payait une pension alimentaire minimale, à peine 200 € par mois, et même cela irrégulièrement. J'ai aussi trouvé ceci, dit détective Petit, produisant des impressions de messages textes. Elle raconte à des amis ses plans pour revendiquer une partie de votre maison depuis des semaines. Les messages étaient entre elle et une amie nommée Sophie. Je reconnus le nom comme la femme qui avait ouvert la porte à la fête. Les messages étaient accablants. La mort de Julien est terrible, mais c'est peut-être enfin ma chance d'avoir ce que je mérite. Cette maison vaut au moins 800 K maintenant. Si je joue bien mes cartes, j'aurai un joli pactole pour Louis et moi. Le testament est presque prêt. Mon ami Marc est doué avec Photoshop et a trouvé un échantillon de la signature de Julien en ligne d'une vente aux enchères caritatives. Ça a l'air totalement légitime. Emma a toujours été l'enfant doré. Il est temps que j'aie ma part. Elle a eu 11 ans avec un mec génial. Le moins qu'elle puisse faire, c'est partager la richesse maintenant qu'il est mort. Je me sentis physiquement malade en lisant la froideur calculée des mots de ma sœur. Ce n'était pas seulement de l'opportunisme. C'était une fraude préméditée conçue pour capitaliser sur mon chagrin. Il y a plus, dit détective Petit doucement. J'ai fait une vérification des antécédents d'Antoine Martin, le vrai père. Il a des antécédents de violence domestique d'une relation précédente et a actuellement un mandat d'arrêt pour pension alimentaire impayée pour un autre enfant en Provence. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voudrait près de votre neveu. Je restais assise dans un silence stupéfait, essayant de traiter tout. Ma sœur n'était pas seulement désespérée.
Elle était prête à détruire la réputation de Julien et notre mariage pour résoudre ses problèmes financiers. Et son choix de partenaire avait mis Louis dans une situation potentiellement dangereuse. Que fais-je avec tout ça ? Demandai-je, regardant entre maître Moreau et détective Petit. Je ne peux pas simplement exposer tout ça publiquement. Louis est innocent dans tout ça. C'est encore mon neveu. Maître Moreau retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Vous avez plusieurs options, Emma. Nous pourrions porter plainte contre Charlotte pour tentative de fraude et de faux. Cela résulterait probablement en pénalité criminelle pour elle, possiblement même la prison compte tenu de la somme d'argent impliquée. Ou, continua-t-il, voyant ma détresse, nous pourrions gérer cela privément. La confronter avec les preuves, exiger qu'elle retire ses revendications, et potentiellement élaborer un arrangement qui protège à la fois vous et l'enfant. J'ai quitté la réunion avec le cœur lourd et un dossier plein de preuves. Ce soir-là, j'ai appelé ma thérapeute, Dr. Claire Dubois, que je voyais depuis la mort de Julien, et j'ai programmé une session d'urgence. Dans son bureau calme et rempli de plantes, j'ai déchargé toute la situation. Je suis si en colère que j'arrive à peine à voir droit, admis-je. Mais Louis n'est qu'un bébé. Rien de tout cela n'est sa faute. Et malgré tout, Charlotte est encore ma sœur. Docteur Dubois écouta attentivement, posant des questions occasionnelles sur ma relation avec Charlotte tout au long de nos vies. Il semble que ce modèle de compétition et de manipulation ait existé depuis l'enfance, observa-t-elle. La situation actuelle est une escalade, pas une anomalie. Que feriez-vous ? Demandai-je désespérément. Je ne peux pas vous dire quelle décision prendre, répondit-elle. Mais je dirais que la compassion ne signifie pas se laisser victimiser. Vous pouvez être gentil tout en établissant des limites fermes et des conséquences. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'un plan d'action. Je confronterai Charlotte privément avec toutes les preuves, lui offrant un choix, faire face aux conséquences légales potentielles pour sa fraude, ou accepter un compromis qui pourvoirait pour Louis tout en exigeant qu'elle rende des comptes. Avec une détermination renouvelée, j'ai appelé Charlotte le lendemain matin. Nous devons parler du testament, dis-je quand elle répondit. Peux-tu venir chez moi demain après-midi ? Juste toi, sans Louis. Je savais que tu reviendrais à la raison, répondit-elle, semblant suffisamment satisfaite. Je serai là à 14 heures. J'ai passé la matinée à me préparer pour la visite de Charlotte, organisant les documents dans un ordre logique et installant des dispositifs d'enregistrement sur les conseils de Maître Moreau. La France est un pays à consentement de toutes les parties, m'avait-il averti. Donc vous ne pouvez pas l'enregistrer secrètement, mais vous pouvez demander sa permission au début de votre conversation, en l'encadrant comme un moyen de s'assurer que vous avez toutes les deux un enregistrement de tout accord atteint. À 14 heures précises, la sonnette retentit. J'ai pris une respiration profonde, me calmant avant d'ouvrir la porte. Charlotte se tenait sur le porche, polie dans une nouvelle tenue, sa confiance évidente dans sa posture. Entre, dis-je, la conduisant au salon où j'avais installé 2 chaises se faisant face, une table basse entre elles avec un enregistreur, des verres d'eau et un dossier de documents. J'espère que ça ne te dérange pas si nous enregistrons notre conversation. Il semble prudent compte tenu de la nature juridique de ce dont nous discutons. Charlotte hésita seulement brièvement avant de hocher la tête. Bien sûr, tout ce qui te met à l'aise, bien que je pense que cela peut être assez simple. J'ai allumé l'enregistreur, déclarant la date et l'heure et confirmant le consentement de Charlotte à être enregistrée. Puis je me suis appuyée, étudiant le visage de ma sœur. Avant que nous discutions du testament, j'aimerais comprendre exactement ce que tu prétends s'être passé entre toi et Julien. Charlotte se lança dans une histoire bien répétée sur une supposée liaison il y a 2 ans. Selon sa version, elle et Julien s'étaient connectés pendant une période où lui et moi avions des problèmes, ce que nous n'avions pas. Elle prétendait qu'ils s'étaient rencontrés plusieurs fois dans un hôtel du centre-ville, que Julien avait confessé son malheur dans notre mariage, et que Louis avait été conçu pendant ces rencontres. Il avait toujours l'intention de te le dire, dit-elle, ses yeux écarquillés avec une sincérité pratiquée. Mais alors Louis est né avec la maladie cardiaque, et il ne voulait pas ajouter de stress à la situation. Il a promis qu'il pourvoirait pour son fils, cependant.
J'écoutais sans interrompre, notant les incohérences dans sa chronologie et les détails qui contredisaient ce que je savais du planning de Julien pendant cette période. Quand elle eut fini, j'ai commencé à poser des questions. « Dans quel hôtel vous êtes-vous rencontrés » demandai-je. « Le Sofitel » répondit-elle rapidement. « Et de quelle chambre te souviens-tu » Elle hésita légèrement. « C'était à un étage élevé. » Je ne me souviens pas du numéro exact. Quel jour de la semaine vous rencontriez-vous généralement ? Les mardis, parfois les jeudis. Quand il te disait qu'il travaillait tard. J'ai continué avec des questions de plus en plus spécifiques. Qu'est-ce que Julien commandait généralement du service de chambre ? De quel côté du lit préférait-il ? Prenait-il sa douche avant ou après ? Des détails que seul quelqu'un qui avait vraiment été intime avec Julien saurait. Charlotte devint de plus en plus flustered, ses réponses devenant vagues ou contradictoires. « Pourquoi tout cela importe-t-il » claqua-t-elle finalement. « Le point est que Louis est le fils de Julien, et le testament prouve que Julien voulait pourvoir pour lui. » En fait, dis-je calmement en ouvrant mon dossier, ces deux affirmations sont démontrables fausses. J'ai placé les dossiers médicaux sur la table entre nous. 2 ans avant que Louis soit conçu, Julien a eu une vasectomie suivant une chirurgie pour une varicocèle. Elle était complètement réussie, confirmée par des tests de suivi. Il était physiquement impossible pour lui d'engendrer un enfant après cette procédure. Le visage de Charlotte devint pâle. Elle ramassa les dossiers médicaux avec des mains tremblantes, scannant le langage clinique et les dates. « Ceci pourrait être faux », dit-elle faiblement. « Ils ne le sont pas », répondis-je. Et le médecin de Julien est prêt à témoigner de leur authenticité si nécessaire. Mais ce n'est que le début. Ensuite, j'ai produit le testament légitime, notarié et correctement déposé au tribunal. C'est le vrai testament de Julien, préparé par Maître Moreau et témoin par 2 associés de son cabinet. Comme tu peux voir, il me lègue tout, sans mention de Louis. La confiance de Charlotte s'effritait visiblement, mais elle a tenté de se ressaisir. Il a dû le changer après que celui-ci ait été rédigé. Le testament que j'ai est plus récent. Le testament que tu as, dis-je uniformément, est un faux. Un mauvais, en plus. Maître Moreau a déjà identifié de multiples incohérences légales dans le langage, et la signature est clairement fausse. Créer un faux testament est un crime en France, punissable de jusqu'à 5 ans de prison. J'ai continué méthodiquement à présenter les preuves, le journal de Julien documentant ses avances inappropriées, les messages textes entre elle et Sophie discutant du plan, et finalement, le rapport de l'enquête de détective Petit détaillant ses difficultés financières, l'avis d'expulsion et l'abandon d'Antoine. Nous savons tout, Charlotte, dis-je alors qu'elle restait assise dans un silence stupéfait. La question maintenant est ce qui se passe ensuite. Pendant un long moment, elle ne parla pas. Puis, à ma surprise, elle a commencé à pleurer. Pas les larmes théâtrales que je l'avais vue utiliser pour manipuler nos parents, mais des sanglots profonds qui secouaient le corps. Je ne savais pas quoi faire d'autre, dit-elle finalement entre les halètements. Je vais être sans abri. Louis et moi serons à la rue dans 2 semaines. Antoine nous a laissés sans rien. Les factures médicales n'arrêtent pas d'arriver. J'ai pensé. Si je pouvais juste obtenir de l'argent de la maison. Alors tu as décidé de détruire la réputation de Julien, demandai-je, ma voix durcissant. De dire à tout le monde qu'il m'avait trompé ? De falsifier des documents légaux ? J'étais désespérée, cria-t-elle, sa tristesse se transformant en colère. Tu as tout. Cette grande maison, une entreprise prospère, le respect de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai ? Un bébé avec une maladie cardiaque, 75 000 € de dette et un avis d'expulsion. Essaie de prendre de bonnes décisions dans cette situation. Son explosion resta suspendue dans l'air entre nous. L'honnêteté brute de celle-ci, dépouillée de la manipulation et des mensonges, atteignit quelque chose en moi. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être la compréhension. Louis est le fils d'Antoine, n'est-ce pas ? demandai-je plus doucement. Elle hocha la tête, s'essuyant les yeux. Oui. Julien ne m'a jamais touchée. Pas comme ça. J'ai essayé avec lui il y a des années. Il me repoussait toujours immédiatement. Il était agaçamment loyal envers toi.
Et le testament? Mon ami Marc m'a aidé à le créer. Il fait du design graphique et pensait que ce serait facile de falsifier une signature. J'allais l'utiliser pour te faire pression pour me donner de l'argent. Je n'ai jamais pensé que tu enquêterais si minutieusement. J'ai éteint l'enregistreur et me suis appuyé, considérant mon prochain mouvement. Charlotte me regardait nerveusement, s'attendant clairement au pire. Je pourrais porter plainte, dis-je finalement. Ce que tu as fait était illégal, sans parler de cruel et calculé. Elle hocha la tête misérablement. Je sais. Mais cela ferait du mal à Louis, continuai-je. Et malgré tout, c'est mon neveu. Je l'aime. Je me penchai en avant, m'assurant qu'elle me regardait directement dans les yeux. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas dire la vérité à tout le monde. Que tu as menti sur la liaison, que Louis n'est pas le fils de Julien, et que tu as falsifié le testament. Tu vas t'excuser publiquement auprès de moi et de la mémoire de Julien. Et après, demanda-t-elle, sa voix petite. Nous serons encore expulsés. Je n'ai pas fini, dis-je. En échange de tes aveux complets et d'un accord légal de ne jamais tenter quelque chose comme ça à nouveau, je vais t'aider, toi et Louis. Pas en te donnant la moitié de ma maison, mais en établissant un fonds de fiducie pour l'éducation et les besoins médicaux de Louis, et en t'aidant à trouver un logement stable. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi ferais-tu ça après ce que j'ai fait? Pas pour toi, dis-je honnêtement. Pour Louis. Et parce que Julien aurait voulu que j'aide son neveu, même si la mère de ce neveu a essayé de détruire sa réputation. Il y aura des conditions, continuai-je. Tu iras en thérapie et en conseil financier. Tu maintiendras un emploi stable. Et tu me permettras de faire partie de la vie de Louis pour m'assurer qu'il est correctement soigné. Si tu violes une de ces conditions, le soutien s'arrête immédiatement. Charlotte resta silencieuse pendant un long moment, traitant tout. Je ne mérite pas ton aide, dit-elle finalement. Non, acceptai-je. Tu ne la mérites pas. Mais Louis mérite une maison stable et des soins médicaux. Et je mérite que la mémoire de Julien reste intacte. Cette solution nous donne ce dont nous avons toutes les deux besoin. Après d'autres discussions sur les détails, Charlotte accepta mes conditions. Nous rencontrerions Maître Moreau le lendemain pour formaliser l'accord, et elle ferait ses aveux publics lors d'un dîner de famille le week-end suivant. Alors que je la raccompagnais, elle s'arrêta à la porte. Je suis vraiment désolée, Emma. Pas seulement pour le testament et les mensonges, mais pour tout. Pour les années de compétition et de jalousie, pour ne pas être la sœur que tu méritais. Je sais, répondis-je. Et j'espère que la thérapie t'aidera à comprendre pourquoi tu as fait ces choix. Louis mérite une mère qui soit émotionnellement saine et honnête. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? Demanda-t-elle. J'ai considéré la question soigneusement. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais je suis prête à voir où ce nouveau chemin nous mène. Pour le bien de Louis, et peut-être un jour pour le nôtre aussi. Le dîner de famille que j'ai organisé pour le samedi soir était tendu dès le début. Mes parents sont arrivés tôt, ma mère apportant son bœuf bourguignon signature comme offrande de paix. Je ne sais pas de quoi il s'agit, dit-elle en posant le plat sur mon comptoir de cuisine, mais Charlotte nous appelle en pleurs disant que tu la forces à venir à une sorte de réunion de famille. Attends juste que tout le monde soit là, répondis-je en lui versant un verre de vin. Cela doit être abordé une fois avec tout le monde présent. À 19h, nous étions tous assis autour de ma table à manger, mes parents, Charlotte, sans Louis, qui était avec une baby-sitter, et moi. Maître Moreau m'avait conseillé d'enregistrer cette conversation aussi, et un petit enregistreur était posé au centre de la table. Merci à tous d'être venus, commençai-je après avoir expliqué l'enregistrement. J'ai demandé à Charlotte de partager des informations importantes avec vous. Charlotte. Ma sœur semblait pâle et mal à l'aise, sa confiance habituelle nulle part en vue. Elle fixa son assiette alors qu'elle parlait. J'ai menti sur Louis étant le fils de Julien, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Julien et moi n'avons jamais eu de liaison. Louis est l'enfant d'Antoine, et j'ai falsifié le testament que j'ai montré à la fête d'anniversaire. Mes parents la fixèrent avec choc. Mais pourquoi ferais-tu une telle chose? Demanda mon père.
As-tu une idée de ce que cette affirmation a fait à ta sœur, à la réputation de Julien? Charlotte expliqua sa situation financière désespérée, sa voix gagnant de la force alors qu'elle détaillait les dettes croissantes, l'abandon d'Antoine et l'avis d'expulsion. Alors qu'elle parlait, je pouvais voir l'expression de ma mère passer du choc à la sympathie. « Oh chérie, dit-elle quand Charlotte eut fini. Pourquoi n'es-tu pas simplement venue nous demander de l'aide? Tu n'avais pas besoin d'inventer de si terribles mensonges. M'auriez-vous donné 400 000 euros? Demanda Charlotte brutalement. Parce que c'est ce que j'aurais obtenu si mon plan avait marché. La moitié de la valeur de la maison d'Emma. Bien sûr que nous n'aurions pas pu te donner ce genre d'argent, dit mon père. Mais nous aurions pu aider avec le loyer, au moins temporairement. Au lieu de cela, tu as choisi d'essayer d'escroquer ta propre sœur pendant qu'elle pleurait son mari. Je sais que c'était mal, admit Charlotte. Emma l'a déjà rendu abondamment clair. Elle a les preuves pour porter plainte contre moi si elle le voulait. Ma mère se tourna vers moi avec alarme. Tu ne ferais pas ça à ta propre sœur, n'est-ce pas, Emma? Je sentis un éclair de frustration à sa défense immédiate de Charlotte, même maintenant. Je pourrais, dis-je fermement. Ce qu'elle a fait n'était pas seulement immoral, mais illégal. La falsification et la fraude sont des crimes. Mais c'est de la famille, insista ma mère. Et elle a l'ouïe à penser. Je suis aussi de la famille, répliquai-je, ma voix s'élevant légèrement. Votre fille aussi, celle qui vient de perdre son mari et a ensuite dû défendre sa mémoire contre de fausses accusations d'adultère. Où était votre préoccupation pour moi dans tout ça? Mon père sembla mal à l'aise, bougeant dans sa chaise. Bien sûr que nous nous soucions de toi, Emma. Mais Charlotte a toujours eu besoin de plus d'aide, plus de guidance. Et de qui est-ce la faute? Demandai-je. Vous l'avez tirée de ses mauvaises décisions toute sa vie. Peut-être que si vous aviez laissé les conséquences se produire occasionnellement, elle n'aurait pas escaladé vers un comportement criminel. Ma mère haleta. C'est à peine juste, Emma. Nous vous avons toujours traité équitablement, toi et ta sœur. Charlotte, surprenamment, secoua la tête. Non, maman, vous ne l'avez pas fait. Emma a raison. Vous avez toujours trouvé des excuses pour moi, toujours trouvé des moyens de réparer mes erreurs. Ça ne m'a pas aidée. Ça m'a juste fait penser que je pouvais faire ce que je voulais sans conséquence. Mes parents semblèrent stupéfaits par cet aveu. Pour la première fois peut-être, Charlotte prenait ses responsabilités plutôt que de déflectrer le blâme. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda mon père, regardant entre nous. Charlotte va-t-elle en prison? Non, dis-je. J'ai décidé de ne pas porter plainte, sous certaines conditions. J'ai exposé l'accord que Charlotte et moi avions conclu avec l'aide de Maître Moreau, le fonds de fiducie pour Louis, les exigences de thérapie et de conseils financiers, et la condition d'emploi stable. C'est très généreux, dit mon père, semblant soulagé. Surtout après ce qu'elle a fait. C'est plus que généreux, accepta Charlotte doucement. C'est plus que je mérite. Bon, dit ma mère, s'éclairant, tout s'arrange pour le mieux, alors. Charlotte s'est excusée, Emma aide avec Louis, et nous pouvons laisser cette vilaine affaire derrière nous. Ce n'est pas si simple, maman, dis-je fermement. La confiance a été brisée ici. La guérison prendra du temps, si elle se produit du tout. Et il doit y avoir des limites à l'avenir. Quel genre de limites? Demanda-t-elle, semblant inquiète. D'abord, j'ai besoin que vous arrêtiez tous les deux d'encourager le comportement de Charlotte. Plus de sauvetage, plus d'excuses. Elle doit se tenir debout toute seule, avec un soutien approprié qui ne perpétue pas la dépendance. Mon père hocha lentement la tête. Cela semble raisonnable. Et j'ai besoin que vous respectiez que ma relation avec Charlotte sera différente maintenant. Je serai impliquée dans la vie de Louis parce que je l'aime et veux le meilleur pour lui. Mais Charlotte et moi ne serons pas proches comme nous l'étions une fois, au moins pas pendant longtemps. Ma mère sembla peinée. Mais nous sommes une famille. Nous devons nous serrer les coudes, surtout maintenant. Être une famille ne signifie pas tolérer l'abus, maman, dis-je doucement. Ce que Charlotte a fait était abusif. Elle a essayé d'utiliser mon chagrin pour me manipuler, pour profiter de moi à mon moment le plus vulnérable.
Cela a des conséquences, même au sein d'une famille. Le reste du dîner fut morne, mes parents traitant cette nouvelle réalité. Quand ils partirent, mon père me serra fort dans ses bras, murmurant « Je suis fier de toi, Emma. » Julien le serait aussi. Ma mère me serra aussi dans ses bras, mais ses yeux étaient tristes, pleurant déjà la dynamique familiale idéalisée qu'elle avait toujours prétendue. Charlotte fut la dernière à partir. À la porte, elle hésita. « Je suis vraiment désolée, dit-elle encore. Pas seulement pour le testament et les mensonges, mais pour tout. Pour les années de compétition et de jalousie, pour ne pas être la sœur que tu méritais. » Je sais, répondis-je. Et j'espère que la thérapie t'aide à comprendre pourquoi tu as fait ces choix. Louis mérite une mère qui soit émotionnellement saine et honnête. Penses-tu que tu me pardonneras un jour ? Demanda-t-elle. J'ai considéré la question soigneusement. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais je suis prête à voir où ce nouveau chemin nous mène. Pour le bien de Louis, et peut-être un jour pour le nôtre aussi. 6 mois plus tard, je me trouvais de nouveau dans notre jardin, alors que Charlotte me contactait pour une nouvelle crise. La crèche de Louis l'avait contactée plusieurs fois pour des retards répétés et des signes de négligence. Quand je vis Charlotte ce soir-là, je sentis immédiatement l'alcool. Elle avait glissé dans un problème d'addiction. « Tu bois encore ?» constatai-je, alors qu'elle se tenait en vacillant devant ma porte. Tout s'effondre, sanglota-t-elle. Le travail, l'appartement, je n'y arrive pas. Malgré mon épuisement, je savais que Louis avait besoin d'aide. Alors tu vas dans un centre de désintoxication, dis-je fermement. Et Louis reste avec moi pendant ce temps. Après une longue résistance, Charlotte accepta. Elle s'inscrivit au centre de thérapie Nouveau Horizon pendant que je prenais temporairement en charge Louis. Les premières semaines furent un défi, mais petit à petit nous nous sommes tous les deux habitués à la nouvelle routine. Antoine, le vrai père de Louis, tenta de prendre contact pendant l'absence de Charlotte. Compte tenu de son casier judiciaire et de ses mandats d'arrêt en cours, je demandai une ordonnance restrictive. Après une violation de l'ordonnance, il fut arrêté. Traitement intensif, Charlotte fit des progrès remarquables. Tu lui as donné la stabilité que je ne pouvais pas, avoua-t-elle lors de notre première visite supervisée. 1 an plus tard, Louis vivait en alternance chez nous 2, 3 nuits chez Charlotte, 4 chez moi. Cette solution fonctionnait pour tout le monde. Charlotte maintenait sa sobriété, et Louis avait 2 foyers aimants. Thomas, mon nouveau compagnon, soutenait pleinement notre situation familiale inhabituelle. Tu donnes à Louis quelque chose d'inestimable, dit-il, tu lui montres que la famille peut aussi être choisie. 2 ans après la mort de Julien, je me tenais une fois de plus dans notre jardin, regardant les bulbes de printemps percer la terre, ma vie ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. J'étais une veuve de 36 ans qui était devenue une seconde mère pour mon neveu, naviguant les complexités du soutien à une sœur toxicomane tout en construisant une nouvelle relation avec un homme qui comprenait que mon cœur avait de la place pour de nombreux types d'amour. Louis, maintenant âgé de 3 ans et demi, passait 3 nuits par semaine avec Charlotte et 4 avec moi, un arrangement qui fonctionnait pour nous tous. Charlotte maintenait sa sobriété grâce à des réunions quotidiennes, une thérapie hebdomadaire et le genre de dévouement humble à la récupération qui avait remplacé ses anciens schémas de drame et de manipulation. Ma relation avec Thomas s'était approfondie en quelque chose que je n'avais pas prévu de retrouver, non pas un remplacement pour ce que j'avais avec Julien, mais un type différent de partenariat construit sur des valeurs partagées et la réalité de la vie que je vivais réellement plutôt que celle que j'avais planifiée. La Fondation Julien Leclerc continuait à croître, offrant des bourses aux étudiants en droit de première génération et soutenant des programmes qui aidaient les familles à naviguer les défis juridiques. Louis m'accompagnait souvent aux événements de la Fondation, charmant les donateurs avec sa curiosité et rappelant à tous pourquoi nous travaillions à construire des systèmes de soutien plus forts pour les familles vulnérables. Mes parents avaient aussi évolué, apprenant à soutenir la récupération de Charlotte sans permettre sa dépendance, et embrassant leur rôle de grands-parents auprès de Louis sans le drame qui avait caractérisé notre dynamique familiale pendant des années. Alors que Louis courait dans le jardin en chassant les papillons, son rire résonnant contre les murs de briques de la maison que Julien et moi avions amoureusement restaurée, je pensais à la nature imprévisible de la guérison. Aucun de nous n'était sorti de la crise inchangé.
Charlotte avait confronté ses démons et trouvé la sobriété. Louis avait vécu un traumatisme précoce mais était entouré d'amour et de stabilité. Mes parents avaient appris à aimer sans permettre. Et j'avais découvert des réserves de force et une capacité d'amour que je n'avais jamais su posséder. La trahison qui nous avait amenés au bord de la fracture permanente nous avait finalement forcés à construire quelque chose de plus honnête et durable. Pas la famille idéalisée que ma mère avait toujours voulu, mais une vraie famille qui pouvait résister aux difficultés sans sacrifier le bien-être de quiconque. Tante Emma, regarde, cria Louis, tenant un pissenlit qu'il avait cueilli. Fleur à souhait. Je m'agenouillai à côté de lui, regardant comme il fermait les yeux forts et soufflait les graines dans l'air printanier. Que as-tu souhaité ? Demandai-je. Que tout le monde soit heureux, dit-il avec la sagesse factuelle que possèdent les enfants. En regardant cet enfant brillant et résilient qui m'avait tant appris sur la signification de la famille, je réalisai que son souhait se réalisait déjà, pas de la façon que l'un de nous avait imaginé à l'origine, mais de la façon qui comptait le plus. S'il y a une chose que je partagerai avec quiconque fait face à une trahison au sein de sa famille, c'est ceci: protégez-vous avec de la documentation et des limites, mais restez aussi ouvert à la possibilité que les gens peuvent changer quand ils font face à de vraies conséquences et reçoivent un soutien approprié. Les gens qui vous aiment vraiment respecteront ces limites et feront le travail nécessaire pour reconstruire la confiance. Et parfois, les trahisons les plus douloureuses nous forcent à trouver une force que nous ne savions pas avoir et à créer des familles qui sont construites sur le choix et l'engagement plutôt que seulement sur les liens du sang. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans après la mort de Julien, une nouvelle épreuve allait tester notre équilibre familial fragile d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Tout a commencé par un appel téléphonique inattendu un mardi matin de novembre. J'étais dans mon bureau à examiner les plans d'un nouveau projet de rénovation quand mon portable a sonné, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Leclerc ? La voix était professionnelle mais tendue. Je suis Madame Christine Beaumont du tribunal de grande instance de Lyon. J'appelle au sujet d'une demande de garde déposée concernant Louis Weber. Mon sang se figea. Une demande de garde ? De qui ? D'un certain Antoine Martin, qui se présente comme le père biologique de l'enfant. Il demande la garde exclusive, affirmant que la mère est inapte et que vous détenez l'enfant illégalement. Je me suis effondrée dans ma chaise, mon esprit s'emballant. Antoine était censé être en prison pour violation de l'ordonnance restrictive et les mandats d'arrêt non résolus. Madame Beaumont, il doit y avoir une erreur. Monsieur Martin a été arrêté il y a plus d'1 an pour violation d'une ordonnance restrictive. Comment peut-il déposer une demande depuis la prison ? Il a été libéré il y a 3 mois pour bonne conduite, expliqua-t-elle. Ses dettes de pension alimentaire ont été réglées, et il prétend avoir suivi un programme de réhabilitation. Il affirme maintenant vouloir assumer ses responsabilités paternelles. Cette nouvelle me frappa comme un coup de poing. Antoine, l'homme violent qui avait abandonné Charlotte et Louis, qui avait menacé notre famille, était maintenant libre et réclamait son fils. Quand aura lieu l'audience ? Demandai-je, essayant de garder ma voix stable. Dans 2 semaines. Je vous envoie tous les documents par courrier. Vous devriez vous faire représenter par un avocat. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Maître Moreau. Sa secrétaire m'a dit qu'il était en vacances pour 2 semaines, mais qu'elle pouvait me recommander une collègue spécialisée en droit de la famille. Maître Isabelle Roussel est la meilleure dans ce domaine, m'assura-t-elle. Je vais lui expliquer la situation et vous organiser un rendez-vous d'urgence. 1 heure plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Roussel, une femme énergique dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier et des yeux perçants. Elle écouta attentivement pendant que je lui expliquais toute l'histoire, la fausse revendication de Charlotte, la découverte de la fraude, l'addiction de Charlotte et sa récupération, ma garde temporaire de Louis, et maintenant la demande d'Antoine. C'est un cas complexe, dit-elle en prenant des notes. Le fait qu'Antoine soit le père biologique lui donne certains droits, mais son histoire de violence domestique et d'abandon joue en votre faveur. Nous devons rassembler toutes les preuves possibles de son instabilité et de votre relation stable avec Louis. Mais Louis ne le connaît même pas, protestai-je. Pour lui, je suis tante Emma, celle qu'il a élevée pendant l'addiction de sa mère. Le déraciner maintenant serait traumatisant. C'est exactement l'argument que nous utiliserons, dit Maître Roussel.
Nous devons prouver que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester dans un environnement stable avec vous et Charlotte en garde partagée. Le soir même, j'ai dû avoir la conversation la plus difficile de ma vie avec Louis. Comment expliquer à un enfant de 3 ans et demi qu'un étranger revendiquait le droit de l'emmener loin de tout ce qu'il connaissait? Louis, tu te souviens de tes dessins où tu dessines ta famille, commençai-je doucement pendant que nous étions assis sur le canapé de mon salon. Oui. Maman, tante Emma, et moi, dit-il avec enthousiasme, montrant son dernier chef-d'œuvre collé sur le réfrigérateur. Il y a un monsieur qui dit qu'il est ton papa biologique. Tu sais ce que ça veut dire? Louis fronça les sourcils, essayant de comprendre. Comme Papa Noël? Malgré la gravité de la situation, je ne pus m'empêcher de sourire. Non, mon chéri. Un papa biologique, c'est quelqu'un qui t'a aidé à naître. Mais parfois, les gens qui nous élèvent et nous aiment ne sont pas les mêmes que ceux qui nous ont aidés à naître. Je veux rester avec tante Emma, dit-il simplement, se blottissant contre moi. Cette déclaration innocente me brisa le cœur et me donna la force de me battre encore plus fort. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de préparation légale. Maître Roussel et moi avons rassemblé des montagnes de documents, les rapports de détective Petit sur le casier d'Antoine, les dossiers médicaux de Louis montrant ses visites régulières chez le pédiatre avec moi, les rapports de la crèche louant sa stabilité et son développement, des témoignages de voisins et d'amis sur mon rôle parental, et même des photos et vidéos documentant nos moments ensemble. Charlotte, quand je lui ai annoncé la nouvelle, a réagi avec une panique que je ne l'avais pas vue depuis ses jours les plus sombres d'addiction. « Il ne peut pas prendre Louis », cria-t-elle, arpentant nerveusement mon salon. « Antoine m'a battue, Emma. Il a menacé de tuer Louis s'il pleurait trop. C'est pour ça que j'ai fui avec le bébé quand il avait 3 mois. » « Tu ne m'avais jamais dit ça, » dis-je, choquée. J'avais honte, admit-elle en s'effondrant dans un fauteuil. J'avais honte d'avoir choisi un homme si violent, honte de ne pas avoir pu protéger mon fils. Quand il est parti, j'étais soulagée, même si ça signifiait élever Louis seul et sans argent. Cette révélation changeait tout. Nous avions maintenant des preuves de violence domestique directe, pas seulement des antécédents avec d'autres femmes. Charlotte, tu vas devoir témoigner à l'audience, dit Maître Roussel quand je lui rapportai cette information. Ton témoignage sur la violence sera crucial. L'audience eut lieu un jeudi matin gris dans une salle de tribunal sombre et imposante. Antoine était là avec son avocat, un homme aux cheveux gominés qui semblait plus intéressé par son téléphone que par le cas. Antoine lui-même avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Plus mince, mieux habillé, avec un costume bon marché mais propre et une coupe de cheveux récente. Il ressemblait à quelqu'un qui essayait très fort de paraître respectable. Le juge, une femme sévère dans la soixantaine, écouta d'abord les arguments d'Antoine. Son avocat présenta une image de rédemption, un homme qui avait payé pour ses erreurs passées, qui avait suivi une thérapie de gestion de la colère en prison, qui voulait maintenant être un père responsable. Mon client a le droit constitutionnel de voir son fils, argumenta l'avocat. Il a été injustement privé de ce droit par ces 2 femmes qui ont conspiré pour le tenir à l'écart. Quand ce fut notre tour, Maître Roussel présenta méthodiquement notre cas. Elle décrivit l'abandon d'Antoine, sa violence, son casier judiciaire, et contrastait cela avec ma relation stable et aimante avec Louis. Votre honneur, dit-elle, cet enfant n'a jamais vécu avec son père biologique. Pour lui, Madame Leclerc est sa figure parentale principale depuis l'âge de 6 mois. La déraciner maintenant causerait un traumatisme irréparable. Le moment le plus dramatique vint quand Charlotte témoigna. Debout à la barre des témoins, elle trembla en décrivant les coups, les menaces, la terreur qu'elle ressentait pour la sécurité de son bébé. Il m'a dit que si Louis pleurait une fois de plus la nuit, il le jetterait par la fenêtre, témoigna-t-elle, les larmes coulant sur son visage. J'ai fui avec Louis à 3 mois parce que j'avais peur qu'Antoine tue mon bébé. L'avocat d'Antoine essaya de discréditer son témoignage, suggérant qu'elle inventait ces histoires pour garder l'enfant loin de son père. Mais Charlotte tint bon, et quand Maître Roussel présenta les photos d'hôpital montrant ses blessures d'il y a 4 ans, l'effet fut dévastateur. Le moment le plus poignant arriva quand le juge demanda à voir Louis en privé dans ses chambres. Même si les enfants de cet âge ne témoignent généralement pas formellement, le juge voulait évaluer son bien-être et ses sentiments.
J'attendis dans le couloir, rongé d'anxiété, pendant qu'une travailleuse sociale accompagnait Louis pour cette rencontre informelle. 20 minutes plus tard, ils revinrent, Louis tenant fermement la main de la travailleuse sociale. « Tante Emma » cria-t-il en courant vers moi. La dame gentille m'a demandé de mes couleurs préférées. Plus tard, la travailleuse sociale confirma à maître Roussel que Louis avait exprimé clairement son attachement à moi et à Charlotte, et qu'il ne connaissait pas ou ne se souvenait pas d'Antoine. Après 4 heures d'audience, le juge annonça qu'elle prendrait sa décision sous délibéré. Nous devrions attendre 1 semaine pour le verdict. Cette semaine fut l'une des plus longues de ma vie. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais, pensant que c'était maître Roussel avec des nouvelles. Je ne pouvais pas me concentrer sur le travail, et même Thomas remarqua mon anxiété constante. Et si le juge décide de le donner à Antoine, confiai-je à Thomas un soir pendant que nous regardions Louis jouer dans le jardin, inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. Cela n'arrivera pas, dit Thomas fermement. Tu as été sa mère de facto pendant des années. Les tribunaux français privilégient l'intérêt de l'enfant, pas les revendications biologiques. Mais malgré ces paroles rassurantes, je passais mes nuits à imaginer les scénarios les plus horribles. Le vendredi suivant, maître Roussel m'appela enfin. « Emma ? Nous avons gagné. » Je me suis effondrée sur le sol de ma cuisine, submergée par le soulagement. Le juge a accordé la garde principale à Charlotte, avec vous comme tutrice légale secondaire, expliqua-t-elle. Antoine a des droits de visite supervisés 1 fois par mois, mais seulement dans un centre de médiation familiale avec un travailleur social présent. Et s'il fait appel, demandai-je. Il peut essayer, mais avec le témoignage de Charlotte et toutes nos preuves de violence domestique, ses chances sont minimes. Le juge a été très clair dans son jugement, l'intérêt supérieur de Louis est de rester dans un environnement stable avec les figures parentales qu'il connaît. Cette victoire légale fut douce amère. Louis était en sécurité, mais maintenant il devrait faire face à la réalité compliquée d'avoir un père biologique qu'il ne connaissait pas et qui avait un passé violent. La première visite supervisée eut lieu 3 semaines plus tard. J'accompagnai Louis au centre de médiation familiale, un bâtiment moderne avec des salles de jeux colorées conçues pour rendre ces rencontres moins traumatisantes pour les enfants. Louis s'accrocha à ma main quand nous entrâmes dans la salle où Antoine attendait avec la travailleuse sociale, Madame Durand. « Bonjour Louis », dit Antoine d'une voix que j'imaginais qu'il essayait de rendre douce et paternelle. « Je suis ton papa. » Louis me regarda avec confusion. « Tante Emma, c'est qui le monsieur ?» La première visite fut tendue et artificielle. Antoine avait apporté des jouets coûteux, une stratégie transparente pour impressionner un enfant qui était plus intéressé par les blocs de construction simples dans le coin de la pièce. Louis resta près de moi pendant toute l'heure, ne s'échauffant jamais vraiment vers cet étranger qui prétendait être son père. Après plusieurs de ces visites, il devint évident qu'Antoine s'intéressait plus à prouver un point qu'à développer une vraie relation avec Louis. Il manqua 2 visites sans prévenir, puis se présenta en retard à la suivante, sentant l'alcool. Madame Durand documenta tout soigneusement, et après 3 mois de visites irrégulières et inappropriées, elle recommanda au tribunal de suspendre les droits de visite d'Antoine jusqu'à ce qu'il puisse prouver sa stabilité. Antoine ne fit pas appel de cette décision. En fait, selon détective Petit, qui continuait à surveiller la situation sur ma demande, Antoine avait quitté Lyon et était retourné à Marseille, apparemment ayant perdu intérêt pour son fils une fois qu'il réalisa que la paternité impliquait de vraies responsabilités et pas seulement des droits. Cette épreuve, bien qu'épuisante, eut un effet inattendu sur notre famille. Charlotte et moi nous rapprochâmes à travers la crise commune. Voir sa détermination à protéger Louis et sa volonté de revivre son traumatisme devant le tribunal me montra à quel point elle avait changé depuis sa récupération. « Merci de m'avoir aidé à me battre pour lui », me dit-elle un soir après que nous ayons appris la suspension des visites d'Antoine. « Je n'aurais jamais pu faire ça seule. »« C'est ce que font les familles », répondis-je simplement. « Nous nous protégeons mutuellement. » Pour la première fois depuis la découverte de sa fraude années auparavant, je sentis quelque chose qui ressemblait à de l'affection sororale pour Charlotte. Pas le retour complet à notre ancienne relation, trop s'était passé pour ça, mais une nouvelle forme de respect et de confiance basée sur qui nous étions devenus plutôt que sur qui nous avions été. Louis, remarquablement résili comme le sont souvent les enfants,
sembla rapidement oublier les visites perturbantes avec Antoine. Pour lui, sa famille était claire, maman Charlotte, tante Emma, grands-parents, et maintenant, oncle Thomas, qui l'emmenait voir des matchs de football et lui apprenait à faire du vélo. Cette crise légale me rappela aussi pourquoi j'avais commencé la Fondation Julien Leclerc. Combien de familles n'avaient pas les ressources pour se battre contre des pères violents revendiquant leurs droits? Combien d'enfants étaient arrachés à des environnements aimants et stables à cause de technicité légale? Je décidai d'étendre la mission de la Fondation pour inclure le soutien juridique aux familles vulnérables dans les cas de garde d'enfants. Nous commençâmes à financer des avocats pro bono pour les mères célibataires et les tuteurs qui se battaient contre des parents abusifs. Julien serait fier, me dit Thomas un soir pendant que nous regardions Louis construire un château de Lego complexe sur le tapis du salon. Tu transformes votre histoire en quelque chose qui aide d'autres familles. Il avait raison. Chaque épreuve que nous avions traversée, la fraude de Charlotte, son addiction, la menace d'Antoine, nous avait rendus plus forts et plus déterminés à protéger les enfants vulnérables. Maintenant, 5 ans après la mort de Julien, notre famille non conventionnelle avait trouvé son équilibre. Charlotte maintenant sa sobriété depuis 3 ans et travaillait comme conseillère en addiction, utilisant sa propre expérience pour aider d'autres mères en difficulté. Louis était un enfant épanoui de 6 ans qui excellait à l'école et adorait ses 2 foyers. Thomas et moi avions emménagé ensemble, créant une maison où Louis avait sa propre chambre décorée de ses dessins et de ses projets d'école. Mes parents, maintenant dans leurs 70 ans, étaient des grands-parents dévoués qui respectaient les limites que j'avais établies années auparavant. Ma mère n'essayait plus de forcer une réconciliation complète entre Charlotte et moi, comprenant finalement que notre nouvelle relation était plus saine que l'ancienne. Et moi? J'avais appris que l'amour prend de nombreuses formes. L'amour passionné que j'avais eu avec Julien. L'amour maternel féroce que je ressentais pour Louis. L'amour mature et stable que je partageais avec Thomas. Et même l'amour compliqué mais réel que j'éprouvais pour Charlotte, un amour conditionnel maintenant, basé sur ses actions plutôt que sur nos liens de sang, mais un amour néanmoins. La vie m'avait appris que parfois les familles les plus fortes ne sont pas celles qui ne connaissent jamais de conflits, mais celles qui apprennent à survivre aux tempêtes et à se reconstruire avec plus de sagesse et d'honnêteté. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de la famille? Comment avez-vous navigué ces conversations douloureuses tout en laissant de la place pour la guérison et la croissance? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette histoire a résonné avec vous. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces leçons de vie difficiles mais importantes. Merci de m'avoir écouté, et rappelez-vous que la guérison n'est pas linéaire, mais elle est toujours possible quand nous combinons l'amour avec la responsabilité.